Faut-il que je vomisse ces mots? Comment vomir ces années? Comment décrire? Raconter? Transmettre? Même mes parents ont cru que je revenais d'un camp de vacances, alors que je reviens de l'au-delà. « 1971, Port-Gentil, Gabon. Plateforme de forage pétrolier, Glomar 4. Même mes parents ont cru que je revenais d'un camp de vacances, alors que je reviens de l'au-delà. Je suis né en 1922, en Espagne, où j'ai grandi. Avant de terminer mes études en France, à Paris pour le bac et à Grenoble pour mes études supérieures. Je mesure 1,72 m pour 70 kg. Mes parents sont ukrainiens, de Crimée, au bord de la mer Noire. J'ai été naturalisé français en juillet 1939. Avant, j'étais apatride. Apatride, cela veut dire sans pays, sans nationalité, sans patrie. Pendant l'année scolaire 1942-43, je suis élève à l'Institut Polytechnique de Grenoble. Comme mon père, je souhaite être ingénieur. C'est d'ailleurs par le biais de sa société qu'en mars 1943, je suis convoqué à Paris, ainsi que 3 autres étudiants. On nous propose de signer un engagement volontaire dans les forces françaises libres, ce que nous faisons sur le champ. Le 14 mai, on nous remet des cartes d'identité portant le visa des autorités allemandes de la zone frontalière des Basses-Pyrénées. Les ordres sont? Nous rendre à Bordeaux par le train qui arrive le 15 dans la matinée. Y rencontrer au buffet de la gare une dame qui nous donnera la marche à suivre. Le 15 mai, nous sommes au rendez-vous, comme prévu. Mademoiselle Lanec nous a dit de nous rendre à Saint-Jean-de-Luz par le train qui arrive vers 13 h. D'aller au bar Etcheona à 500 mètres environ de la gare, d'y prendre des consommations, d'écrire le numéro 31 sur le ticket de caisse. Après quoi, un passeur nous assisterait pour nous rendre en Espagne, d'où on nous ferait partir pour l'Angleterre. En gare de Saint-Jean-de-Luz, 2 feldgendarmes nous séparent des autres voyageurs. Ah, il y a un homme roux, bien habillé, avec une valise en cuir. Nous sommes amenés à l'hôtel Villa Bel-Air, où après contrôle d'identité, ce monsieur est remercié. Il repart seul avec sa valise, sans escorte. Entre-temps, nous détruisons nos papiers d'identité, puis on nous ferme dans 2 cellules. Les interrogatoires commencent pendant 3 jours. Le 19 mai, nous sommes transférés au fort du Ha à Bordeaux. Puis le 7 août, au camp de Royalieu, à Compiègne. J'ai été déporté à Buchenwald par le convoi du 17 au 19 septembre 1943, dit des 21 000. J'ai été immatriculé à Buchenwald sous le numéro 21 335, Triangle Rouge. Mon commando à Buchenwald était Steinbrück. 21 335, les numéros sont portés à gauche sur la poitrine, à droite sur le pantalon, sur une bande de 10 de 10 par 10 cm. Rouge pour les prisonniers politiques, vert pour les droits communs, noir pour les asociaux, violet pour les objecteurs de conscience, rose pour les homosexuels. Les repris d'évasion tournent autour de cibles rouges et blanches de 20 cm dans le dos. Il y a 2 appels par jour, l'un 5 h du matin, l'autre à 19 h. C'est au BAO 3 que je travaille depuis 1 an, lorsque le 4 janvier 1945, après l'appel du matin, un officier SS du camp effectue personnellement une sélection de 4000 hommes pour le transport Cupo. Le rassemblement pour le départ a lieu le lendemain. Avant de partir, on demande des informations. On nous répond, 14 000, ils sont déjà morts. Le transport Cupo quitte Buchenwald par chemin de fer dans la matinée du 5 et nous dépose le soir même à Ordhof, où notre contingent est réparti entre le Nord-Lager et le Sud-Lager, et
et peut-être d'autres secteurs. Je suis affecté au Nord-Lager, à la pose de câbles électriques souterrains. En avril 1945, je me trouve à l'infirmerie en convalescence d'une pleurésie, mais aussi grâce à l'appui du prisonnier de guerre soviétique, le capitaine Dimitri Sokolov, médecin et chirurgien. Il y avait eu vers la mi-mars une grande agitation avec la visite de SS et du commandant de camp. Ceux-ci avaient alors réussi à effectuer une vidange sérieuse de l'infirmerie, mais grâce à l'intervention du docteur Sokolov, qui avait déclaré que j'étais atteint d'ostéomyélite et qu'il avait besoin de moi, et avait apparemment été cru sur parole, on m'avait laissé sur place. Cependant, cette vidange avait sa raison d'être. Aussitôt faite, l'infirmerie avait été à nouveau remplie par une foule d'estropiés provenant des galeries creusées dans les collines avoisinantes. Il y avait beaucoup de fractures, des bras cassés, des jambes écrasées, des thorax enfoncés. D'après les blessés, il y avait eu une seule suite d'accidents de roulage et des éboulements. Dans les premiers jours d'avril, nous pouvons observer par les fenêtres de l'infirmerie des avions assez petits et lents, piquer et attaquer au canon et à la roquette la gare d'Ordruf. Nous pouvons voir la trajectoire des roquettes et des explosions. Le 5 avril 1945, après l'appel du matin et la distribution habituelle du quart de café ersatz, de 250 grammes de pain noir et de 25 grammes de margarine, nous recevons l'ordre de route. Tous les valides doivent partir, sauf le personnel médical. Des détenus nous jettent à la volée des vêtements. Oui. À l'infirmerie, nous sommes tout nus. Moi, que le docteur Sokolov emploie à retenir les cartes des malades, à prendre leur température ou à nettoyer les immobilisés, je m'y promène avec un morceau de couverture autour des reins. Notre groupe doit comporter 1 millier d'hommes, groupés en centaines, en colonnes par 5 et file de 20, avec 6 gardiens par centaine. Ceux-ci sont pour la plupart de vieux SS serbes portant la longue moustache de ceux qui nous escortent au travail. Nous ne connaissons pas notre destination. Il n'y a pas de distribution de vivres ce jour-là, mis à part la ration du matin. On marche vers l'Est. Il y a beaucoup de Français, autant d'Ukrainiens et de rares Polonais, Tchèques, Allemands, Italiens et Israélites. Ceux-ci sont ceux qui ont été repliés d'Auschwitz par étapes depuis octobre 1944. On a en particulier des anciens de la musique d'Auschwitz, la clique qui joue pendant que l'on enfourne des convois entiers de leurs compatriotes dans la chambre à gaz d'Auschwitz-Birkenau. L'un d'eux me raconte qu'il a ainsi vu passer son père, sa femme et son petit garçon. Les Français économes gardent leurs provisions précieusement. Et peine perdue, car les Ukrainiens s'arrangent pour les bousculer et leur enlever leurs trésors. Vers le midi du 5, après environ 4 heures de marche, on fait une pause de 30 minutes. Aujourd'hui, on marche assez bien, à 3 km/h, mais jusqu'à une nuit bien avancée. Deuxième halte, tard dans la nuit, après 6 heures de marche ininterrompue, on nous arrête là, sur le talus à droite de la route. Près de moi, il y a une petite guérite. 2 Ukrainiens s'y blottissent. On reste là 1 heure, avec les 2 Ukrainiens toujours dans la guérite. Et 5 minutes après le départ, j'entends 4 coups de feu, nouvel arrêt, puis un va-et-vient actif de sentinelles le long de la colonne. J'entends le SS serbe dire à son collègue: 2 sont morts là-bas à l'arrière. Les 2 Ukrainiens, je suppose. Pas de chance. Nous marchons toute la nuit avec de fréquents arrêts. Au
matin du 6, il y a des cadavres sur le bord de la route. Ils sont en position de fuite, avec de très gros trous dans le dos et un vrai massacre par devant. Des jeunes ukrainiens de ma colonne essayent de dépouiller leurs deux corps, mais se font vite tabasser par les gardiens. Vers midi, alors que nous sommes sur un chemin de terre, pratiquement à travers champs, nous sommes abordés par une bande de jeunes nazis armés de carabines et de mitraillettes. Ils disent à nos gardiens, « Laissez-nous ces cochons, on va s'en occuper. » Les gardiens les repoussent et ils partent. La marche se ralentit beaucoup aujourd'hui. On a très faim, très soif. Au soleil couchant, on arrive à une grange, on s'endort peu à peu, et au lever du jour, certains veulent rester cachés sous la paille. Il y a des coups de feu, des coups de crosse, ce qui fait sortir tout le monde. Ce jour-là, 7 avril, nous faisons route sans incident notable, sauf que la faim et la soif deviennent insoutenables. Halte vers midi, sur un talus boisé, un versant ouest de colline où il y a de la neige par endroits, et où poussent de belles violettes. L'après-midi se passe sans incident remarquable. Vers 16 heures, nous entrons dans un bourg propre. Il circule peu de monde. Les trottoirs semblent étroits et bien que nous marchions au milieu de la chaussée, des mains tendues au travers de portes entrouvertes ou de volets mi-clos de rez-de-chaussée réussissent à faire parvenir quelques tranches de pain et même des sandwichs aux plus dégourdis d'entre nous, les Ukrainiens comme d'habitude. Avec mon groupe, je suis enfermé dans une vaste cave où il y a beaucoup d'objets. Elle doit servir de garde-meuble. Il y a un éclairage électrique assez puissant. Ensuite, on nous fait passer une tisane qui n'arrive pas à tout le monde à cause des bagarres. Et enfin, le couvre-feu. Mais les bagarres continuent, vite stoppées par les coups de crosse des sentinelles. Mais pas de coups de feu. On est dans une respectable bourgade allemande. Enfin, après une nuit agitée, c'est donc la nuit du 7 au 8. Nous sommes réveillés avant l'aube par les aboiements bien connus. Laus, Hafneher! Et reformés en centaines. Je ne me rappelle pas, et je n'avais pas noté à l'époque où ce rassemblement eut lieu. Le repos de la nuit n'ayant pas été satisfaisant, la colonne se met lourdement en marche. Et cette journée se passe pour moi dans une demi-inconscience. Je me rappelle seulement de l'arrivée au soir tombant devant les grands pins noirs du premier poste de contrôle de Buchenwald. Mais je ne réalise pas encore où nous sommes, car mon convoi, celui des 21 000, avait été acheminé en septembre 1943 par camion à toute vitesse. Et j'étais encore là, après 48 heures de voyage à 120 par wagon, debout, nu, dans un état d'hébétude assez avancé. On nous met en rempart 5, colonne de 100 et en avant au pas accéléré. Nous avançons plein d'espoir, rêvant du plancher d'une baraque, d'un abri, d'eau, d'une soupe chaude. Ah, tu te trompais lourdement. L'entrée du camp se fait donc vers 20 h le 8 avril. Logiquement, la place est pleine pour l'appel du soir, mais ce n'est pas le cas. Mais il y a foule de gardes, capots, hurlant, beau comité d'accueil. Nous sommes canalisés vers les douches. On nous enferme dans une salle et on se cale tant bien que mal pour passer une nuit à la dure, aveuglés par une puissante lumière. À l'aube du 9, on nous fait sortir de là et les gardiens essayent de nous parquer entre deux blocs, mais beaucoup d'entre nous réussissent à forcer ce barrage. Je me précipite au bloc 31, mais j'y suis très mal reçu. Un copain sur son chalit, le premier par lequel je me fais reconnaître, me dit les nouvelles. Le camp est surpeuplé, on vient de partout. Il paraît qu'on est 100 000 et la capacité normale du camp est de 30 000. Il n'y a plus d'appels, on ne travaille plus. Tu peux pas rester ici, il paraît que vous êtes couvert de poux. Pas moyen d'avoir à manger. Je me résigne à boire un coup au robinet de la salle d'eau. Puis je vais au bloc 17.
Là, je retrouve Michel, mon collègue arrêté avec moi le 15 mai 1943. Il me dit qu'on attend aussi Jean et Georges, nos deux autres camarades, et qu'ils essaieraient de me planquer. Ceci se passe le 9 vers 9 heures. À 10 heures, je retourne au bloc 17 et Michel me dit qu'il y a peu de chances qu'il arrive à me cacher. À ce moment-là, une ruée de gardes s'abat sur le bloc et cette fois-ci, je n'échappe pas au triage. Les marcheurs d'Ordrouf doivent pouvoir se repérer à distance. Nous sommes regroupés face à l'entrée du camp, à gauche du four crématoire. En rang par 5, nous défilons humblement devant les SS, assez décontractés. Nous repassons vers midi la porte du camp et reprenons encore la route. Nous arrivons sur une voie de garage de la gare de Weimar vers 15 heures, non sans qu'il y ait eu nombre d'entre nous abattus. C'est une fusillade continuelle. Tout homme qui se laisse distancer est abattu sans sommation. Je suis dans les derniers rangs d'une centaine, et de la tête même de ce groupe nous viennent des gars qui crient « Camarades, soutenez-moi, ne me laissez pas tomber. » On les tient quelques minutes, puis on les lâche. Ils passent un rang en arrière, puis un autre, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'arrivés à l'arrière du groupe, ils sont fusillés à bout portant. Tout ceci au pas accéléré. Les fusils Mauser crachent la mort. Gare de Weimar, on nous range par groupe de 80 devant les classiques wagons à bestiaux. Il vient un camion de ravitaillement. On donne à chacun une boule de pain, 3 bâtons de margarine, une tranche de saucisson et un paquet de soupe concentrée. Il y a aussi à boire, mais personne n'a de quart ni de gamelle. Du coup, bagarre pour la boisson, arrêt de la distribution. Nous restons avec notre soif. Les wagons sont agencés ainsi. De chaque côté des portes à glissière, une barrière de barbelés. Il faut se glisser dessous. 40 hommes d'un côté, 40 hommes de l'autre. Entre ces deux barrières, donc dans l'espace compris entre les portes à glissière, un seau, 2 tabourets et 2 gardiens Arben Mauser. Toujours sans pactage, mais avec la cartouchière, la musette, le bidon, le masque à gaz et le casque. Dans l'espace assigné, on peut se tenir debout, serré comme des lapins, mais impossible de se coucher. Les gardiens, pour le moment, gardent les portes ouvertes. On est en attente de départ dans un calme relatif. Tout le monde dévore ses provisions, à l'exception des économes français, bien entendu. Là aussi, on se bouscule pour les toilettes, il y a des coups de crosse. Enfin, à la tombée de la nuit, le convoi démarre. Et le SSR dit qu'il y a 50 wagons. Soit 4000 hommes, 100 gardes et un wagon de voyageurs en tête, plein de SS. Derrière, on traîne quelques wagons à ridelles. Il y a 2 locomotives attelées. Nous quittons donc Buchenwald le soir du 9 avril, vers 18 h. Un Ukrainien a une carte routière de l'Allemagne centrale, mais elle est au millionième et ne nous sert pas à grand-chose. Nous tentons bien d'identifier notre parcours Buchenwald-Ordruf. Nous sommes bien passés par Krawinkel, et puis le bourg de la 3e nuit, mais pour ce qui est des tours et détours, impossible de s'y retrouver. À mesure que la nuit tombe, on commence à s'affaisser. Nous arrivons cette fois seulement à nous mettre accroupis. 6 de front et 6 ou 7 en profondeur, à dormir. Mais nos camarades du fond étouffent. Et la position accroupie est une torture pour nos corps amaigris. Même un fakir ne tiendrait pas ainsi 8 heures. Ce n'est pas la position du lotus. La nuit se passe dans un calme relatif.
Les sentinelles somnolent à tour de rôle et se maintiennent en forme en donnant des coups de crosse à tous ceux qui dépassent des barbelés. Au matin, arrêt, appel. Chez nous, 2 morts. Les SS désignent des gens pour porter les cadavres. Comme je m'arrange toujours pour être vers l'avant en chahutant un peu, je me fais désigner d'office. 4 hommes par cadavre. On descend. On porte le cadavre. On l'amène au premier wagon à ridelle. Et on l'allonge bien proprement sur le sol. Le cadavre est nu, dépouillé par les plus rapides. Les pantalons superposés rembourrent et donnent à la position accroupie un certain confort. En revenant de la corvée de cadavres, on a le droit de se soulager et d'arracher de l'herbe le long de la voie. C'est sur cet aliment qui servira de nourriture et de boisson que nous, les survivants, tiendrons jusqu'au 30 avril, soit 21 jours. Au retour, nouvel appel. 2 morts chez nous, voilà 2 vivants pour les remplacer. Nous voyagerons à 80 par wagon, quoi qu'il arrive. Nous avons mangé presque toutes nos provisions, et en particulier le paquet de soupe concentrée. Mais cela nous donne une soif atroce. Mais nous avons été privilégiés, nous, les 8 de corvées de cadavres, car l'herbe mouillée de pluie nous a rafraîchis malgré son extrême amertume. On en a cueilli une poignée à la volée, mais on ne pouvait choisir entre l'herbe à vache et les pissenlits. À partir de ce moment-là, et au gré de l'appel du matin, le wagon se scinde en 2. Un côté comprenant une minorité de Polonais, d'Israélites et d'Italiens, et une majorité d'Ukrainiens. L'ensemble fait relativement bon ménage. De l'autre côté, les Français avec les Polonais et les Ukrainiens. Ces derniers, je veux dire, les Polonais et les Ukrainiens, fournissent un noyau de dur qui nous rendra la vie impossible presque jusqu'au terme de notre voyage. Et ce n'est que leur mort éventuelle qui nous soulagera d'un fléau. Alors qu'une trentaine de Français et d'Ukrainiens constituent un groupe pacifique, décidé à se relayer au repos et à économiser nos faibles forces, une équipe de 10 hommes environ fonde une association qui se consacre chaque nuit à assommer, Vous ne me comprendrez jamais. ou étrangler Vous ne me comprendrez jamais. tous ceux qu'ils pouvaient, souvent désignant d'avance leurs victimes pendant la journée, Vous ne me comprendrez jamais. en choisissant leurs antipathies ou les plus faibles d'entre nous. Vous ne me comprendrez jamais. La nuit devient un cauchemar redoutable, car ce groupe se déchaîne sur nous et chaque nuit, nos corps roulent les uns sur les autres au gré des bagarres. Un Français, grand et très fort, fait pendant plusieurs nuits un rempart de son corps au plus faible, avec un héroïsme étrange pour ceux qui vivent avec toutes ces choses-là. Mais là, comme à la guerre se manifeste dans leur volonté, les 2 opposés, le bien et le mal, sans objet, juste dans leur entité. À la suite de ces combats, ou plutôt de ces attaques sauvages, on relève jusqu'à 14 morts un matin de notre seul côté. À plusieurs reprises aussi, notre serbe fait feu sur nous, et à une occasion. La flamme de son fusil frôle ma joue droite et ça va le massacre 2 hommes à côté de moi.
carte routière vit toujours. Elle la tient à la vue des sentinelles qui la consultent même. Notre route nous conduit apparemment par des voies secondaires vers le sud-est et l'est, mais nous nous perdons en conjecture sur notre destination finale. Vers le 13, à la tombée de la nuit, nous arrivons dans un vaste réseau de triage. On peut observer deux grandes cheminées d'usine par l'entrebâillement des portes. Les gardiens disent que c'est Chemnitz. Tout est dans le noir, et il pleut. Et l'on découvre une gamelle que le SSR nous permet de tenir à plusieurs reprises pour y recueillir des filets d'eau. Et la distribution de lieux, des bagarres, suppression de la gamelle, tant pis pour les assoiffés. Au milieu de la nuit, il y a un grand bombardement. Et à l'aube, alors que nous sommes toujours stationnés au même endroit, plus de cheminée d'usine. L'homme à la carte, moi-même, et un petit boucher Rabelais qui se dit de Nancy. Faisons même des projets au cas où le convoi serait touché et à la faveur de la confusion, nous en aller. Mais on repart ce jour-là, après plus de 12 heures d'arrêt, sans relever nos morts. Ce qui nous permet de se reposer en s'allongeant à même les cadavres ou les mourants qu'on étouffe sous notre faible poids. Ensuite, c'est l'entrée dans une contrée verdoyante et pittoresque, égayée par un soleil d'après la pluie. On s'arrête en rase campagne, et des paysans viennent nous apporter des miches de pain blanc et des mottes de beurre. Ce sont les gardiens qui les reçoivent. Le SS lituanien est de plus en plus apathique et le serve toujours en forme. Comme il n'en reçoit qu'une miche, il en garde un tiers pour lui et son camarade et distribue le reste sous forme de tranches qu'il jette au milieu du wagon. Le côté opposé du wagon reçoit le pain et se le répartit équitablement. Chez nous, ce sont les pirates qui s'en emparent et se battent encore entre eux. Ah, les paysans dont je viens de parler s'exclament dans un langage slave. Certainement pas en allemand. Du coup, l'homme à la carte et moi-même marquons notre parcours comme étant Chemnitz, Carlsbad, Pilsen, ou dans l'alternative, Chemnitz, Carlsbad, Marienbad. Ici, l'herbe du bord de la voie est composée de savoureux pissenlits, bien gras. C'est aussi dans cette région que le petit boucher de Nancy se met à être fort bavard. Il émet l'hypothèse que nous allons être arrêtés par l'avancée des forces alliées, mais qu'il est branché sur la longueur d'onde des radios américaines. Il nous montre même la position sur la carte. Enfin, pour améliorer sa réception, il décide de fabriquer une radio avec des lunettes dont il tord les branches d'une façon alarmante, puis s'introduisant l'une d'elles dans l'oreille, il nous fait un communiqué détaillé. Ah, malheureusement, je ne note pas les termes dans ma mémoire. Cette nuit-là, il me souffle à l'oreille qu'il va s'enfuir. Le Lituanien est à la porte. Le boucher se précipite sur lui. Courte bagarre, il saute sur la voie. Le Lituanien récupère son Mauser et fait feu. Arrête du train. Va-et-vient de lampe de poche. Un SS met le nez au ras du plancher et dit qu'il a envie de flanquer sa mitraillette dans le tas. Le garde lui dit « Ce n'est pas notre faute. Notre wagon est le plus discipliné du convoi. L'homme est devenu fou. » Finalement, le SS nous regarde tous. Puis il tourne les talons. Ces jours-là, bien que l'équipe des pirates se soit mise en veilleuse, la mortalité oscille entre 8 et 15. C'est toujours la même technique, autant de morts évacués, autant de vivants pour les remplacer, certains fournissant un nouvel appoint à l'équipe des pirates. Une nuit, nous décidons d'en finir avec eux. Avec l'aide du grand Français, celui qui fait rempart de son corps au plus faible, nous faisons une bataille rangée. Résultat, davantage de morts, nouveaux coups de feu.
Le grand Français perd de son allant à ce moment-là, et je crois bien qu'il commence à céder à la démoralisation. Et l'équipe des forcenés perd son agressivité aussi. Le dernier incident bestial à citer est que l'un d'eux essaye de trancher la carotide d'un mourant pour en boire son sang. Il est pris à partie par les Ukrainiens et jeté au milieu du wagon où le Serbe le tue d'un coup de crosse. Regensburg. Distribution d'eau dans l'unique gamelle du wagon. Là, j'arrive à voir une bonne lampée. Après Regensburg, il y a une dernière corvée de cadavres. On traîne encore quelques wagons à Riedel et cela devient très difficile de les escalader pour y déposer les cadavres. Notre convoi semble s'être réduit à une vingtaine de wagons, dont 3 ou 4 à Riedel. On a dû en lâcher à plusieurs reprises en cours de route. De nouvelles recrues viennent s'ajouter à nous. Un petit pharmacien juif de Clermont-Ferrand, un nommé Assier, de la région de Béziers, c'est un Sevenol. Le petit pharmacien est dans un fort mauvais état et il me parle longuement de sa famille. À partir de Regensburg, notre groupe est dans la prostration la plus complète. C'est le vrai troupeau allant à l'abattoir, on entend que... Vasser, de l'eau. Entrecoupé par les hurlements énervés du Serbe pour nous faire taire. Un soir, Assier décide de se glisser derrière le Serbe et de boire à sa gourde suspendue à son côté. Très habilement, il réussit à dévisser le bouchon et à incliner assez pour boire une bonne lampée de son contenu. Prenant son Mauser, le Serbe se retourne et le bourre de coups, Assier, buvant toujours. Il lui applique une rossée cruelle. On a cru qu'il lui avait cassé tous les os, mais conscient, il se traîne près de moi. C'est aussi dans cette région que nous croisons un convoi allemand. Convoi allemand. Ce convoi allemand. On s'arrête à côté, par la fenêtre qui nous fait face. On peut voir le charmant tableau de 4 officiers supérieurs qui, après avoir arrosé leur repas de fine Moselle en bouteille, en sont aux cigares, café et liqueurs. D'après leur conversation avec le Serbe, il en résulte que la retraite est générale et que pour leur part, ils espèrent bientôt être de retour. Et ces Serbes ne paraissent pas être réconfortés par cette nouvelle, car lui est autrement engagé. Munich. Une gare de Munich bien démolie, avec les vérandas des quais éclatés pendant de partout, des rails en l'air. Sur notre quai, il reste une fontaine branchée et l'unique gamelle du wagon fait plusieurs va-et-vient. Nous nous battons comme toujours. Assis à sa lampée, moi aussi. Mais le petit pharmacien n'arrive pas à boire et meurt cette nuit-là. Sur le quai, il y a des Russes de l'armée de Vlasov qui sont volontaires chez les Allemands. Les Ukrainiens leur déclarent qu'ils sont des traîtres et qu'ils ne perdent rien pour attendre.
fait encore quelques kilomètres. Le garde lituanien en profite pour disparaître à ce moment-là. Il y a une dernière bagarre. Le SS serbe m'assène un fantastique coup de crosse qui m'envoie voler au fond du wagon. La bosse qui en résulte ne dure que quelques heures. Plus de sang, sans doute. Ah, je perds mes lunettes dans l'affaire. En pleine nuit. Ah, le ranch! Tout le monde dort. Le wagon se vide. Je demande au Serbe de me prêter sa lampe pour chercher mes lunettes. Et qu'allais-je trouver parmi les vêtements, la saleté, les morts? Je la lui rends. Je descends du wagon en dernier et vois une flaque où la lune se reflète. Je me gorge d'eau, de boue, de terre. Notre maigre groupe se met en route, toujours en rang par 5. De notre wagon, il reste une dizaine d'hommes. Et de mon côté, acier, soutenu par l'Ukrainien costaud, un peu par moi, l'homme à la carte et 2 ou 3 autres. On marche 1 heure, peut-être moins. Et on entre dans un camp presque désert, tacheux. On nous enferme dans une salle de douche. J'estime notre groupe à 100. Une centaine sur 4000. On n'a même plus sommeil. On s'étale ça et là, inerte. Au lever du jour, les grandes portes s'ouvrent. Et un hargneux polonais nous dit qu'on va être distribués dans des baraques. Nous sommes affectés, l'Ukrainien costaud et moi, la baraque 26, je crois. Près de nous, séparés par des barbelés, il y a une baraque pleine de prêtres. L'un d'eux est Schneider, qui était au bloc 31. Il me reconnaît et m'appelle, car je n'y vois pas très loin sans mes lunettes, et il me dit « Nous sommes libres. Les SS sont partis depuis ce matin. » Ce jour-là, 1er mai 1945, est donc le jour de notre libération. Et les choses ne s'améliorent pas aussi vite. Les cuisiniers polonais ne distribuent la soupe avec autant de coups de poing que de rations. Et la plupart d'entre nous ne peuvent même plus se déplacer. Nos crânes sont une croûte épaisse de poux. Nos corps, des plaies couvertes de guenilles. Dans une salle d'eau du baraquement, nous arrivons, l'Ukrainien costaud et moi, à laver Acier consciencieusement qui est un caillot de sang de la tête aux pieds. Son moral reste fantastique. Acier fait partie des premiers évacués vers les hôpitaux. Mais je ne l'ai plus revu. J'espère qu'il a survécu. C'était un homme d'une trempe exceptionnelle.
Au bout de 2 ou 3 jours, des coiffeurs viennent avec leurs tondeuses pour nous couper les cheveux et les poux avec, tout en jurant à chaque fois que leur machine s'enraye. On nous donne des vêtements. J'arrive enfin à me laver complètement, c'est un soulagement. Mais la dysenterie apparaît et je ne peux bientôt plus garder ni nourriture ni boisson et je m'affaiblis beaucoup. Des militaires américains se promènent dans le camp, l'air égaré, mâchant du chewing-gum, leur carabine et main, la bretelle. Faute de sympathie, on en extrait quelques cigarettes, qu'ils donnent volontiers d'ailleurs. Ensuite, des auxiliaires féminines françaises sont arrivées parmi nous, l'air pas trop dégoûté. Et elles aussi nous ont fourni amplement en cigarettes américaines, en cigares. Le fait de fumer me soulage un peu. Je développe même une préférence pour les Lucky Strike. Qui ont baissé de qualité depuis. Avec mon large excédent de tabac, l'Ukrainien costaud va chaque jour faire un peu de trafic et me rapporte de la purée de pommes de terre au beurre, le seul aliment que je réussisse à absorber. Un matin, un détenu, bien habillé, se fait installer un bureau dans le réfectoire et nous fait défiler devant lui en lui donnant nos noms. Nous avons l'habitude de nous tutoyer et en répondant à l'une de ses questions, je le tutoie. Ce monsieur monte sur ses grands chevaux, il me dit « Nous ne sommes plus au camp de concentration, je suis le commandant de Coligny, il faut dire vous, monsieur, s'il vous plaît. » Le 4 mai 1945, c'est mon 23e anniversaire. Le 14 mai, je suis transféré dans un hôpital militaire tenu par des sœurs, avec un médecin distant, nerveux, aux cheveux blancs et longs. Il me fait une piqûre volumineuse dans le ventre, environ 200 cm3. Il me fait donner des pilules d'opium, mais je me vide de plus belle. Ensuite, je suis transféré dans un hôpital militaire américain. Et là, toujours pareil, pilule d'opium. Un matin, le capitaine Prentice passe devant mon lit et je lui dis « Ça va pas, docteur, il faut changer de méthode. » Cela le frappe. Et le jour même, plusieurs de mes camarades et moi-même recevons une perfusion qui de glucose, qui de plasma. Et malgré une fièvre énorme, environ 42 degrés, je sens très vite mes forces revenir. Enfin, le 4 juin, je suis transféré à Reichenau, sur le bord du lac de Constance. Et le 14 juin, au sanatorium d'Alsace de la première armée française, à Saint-Blasien, en Forêt-Noire. À Ampez, à l'arrivée là-bas. 32 kilos. On me dit que le record est de 22, mais que le recordman est mort 3 jours après. Les occlusions intestinales provoquent beaucoup de morts. Le traitement que nous recevons au sanatorium d'Alsace est d'une sollicitude exemplaire. Et le personnel médical de la première armée française a la primeur de ma gratitude à mon retour à la liberté. Enfin, le 8 août 1945, je quitte, à regret, ce séjour exceptionnel pour entrer en France, ma patrie, et y commencer un autre genre de combat. Ainsi se termine le récit de ce voyage peu commun. Nous avons passé 21 jours en wagon, avec une ration initiale de 1 boule de pain, 3 bâtons de margarine, une tranche de saucisson, un paquet de soupe concentrée, et quelques gorgées d'eau à Chemnitz, Karlsbad, Munich. Les volontaires de corvées de cadavres, nous nous sommes nourris de l'herbe qui pousse le long des voies. Nous sommes environ 100 survivants sur 4000. Sans doute certains de nos gardiens eux-mêmes sont morts d'épuisement. Nous avons été confrontés avec la folie furieuse, la bestialité déchaînée de nos propres camarades, et nous avons été soutenus par une détermination sans faille de revenir chez nous, pour y continuer une existence meilleure qu'avant, plus élevée, plus digne, plus civilisée. Nous avons pu
constaté pendant le voyage le dévouement total de certains d'entre nous et à l'accueil, la sollicitude fraternelle non seulement de nos compatriotes, mais aussi des Allemands, à Reichenau par exemple. Je sais qu'il existe une fraternité humaine. Nous ne sommes pas leurrés par les dissensions et l'horreur qui n'ont cessé de régner depuis lors et même d'augmenter. Notre devoir est de conserver et de transmettre cet héritage précieux du genre humain, la civilisation. Au violoncelle, à la création musicale, Marion Ferrieux. À la régie technique, à la création visuelle, Étienne Pernoud. Loïc Buisson. Jeu et mise en scène, Dominique Vovk.